Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier webinaire AMI. Je suis Damien Sibrac, donc le directeur France de la société AMI. Je suis très fier aujourd'hui de pouvoir introduire ce premier webinaire en français sur un sujet très intéressant, la sacro-spinofixation, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur ce sujet-là sans jamais oser le demander, les indications, les techniques, les résultats. Et donc, pour cela, aujourd'hui, on a la chance d'avoir le professeur Gauthier Chêne, qui est gynécologue, obstétricien et praticien hospitalier au sein du service de gynécologie des Hospices civils de Lyon, à l'hôpital Femme-Mère-Enfant, qui se situe à Brune. Le professeur Chêne est très actif dans la communauté, participe à énormément d'études, fait partie de nombreux conseils scientifiques. Et donc, c'est un honneur pour nous aujourd'hui qu'il ait accepté notre orateur d'animer ce webinaire du fait de son grande expérience. Voilà. Donc, l'objectif de cette session, c'est vraiment de vous permettre de faire le point, d'en apprendre davantage sur les indications, les techniques, les résultats, la fixation, dans un environnement où aujourd'hui il y a beaucoup de débats sur tout ce qui est mèche, bandelettes pour le prolapsus. Ça nous semblait important de commencer avec ce sujet-là. C'est pour ça que ça sera vraiment, je pense, intéressant pour l'ensemble d'entre vous. Quelques points logistiques. Ce webinaire, donc, pour toutes les personnes qui ne pourraient pas assister à l'emporter du webinaire ou pas du tout, sachez qu'il est enregistré et qu'il sera disponible sur Internet après aujourd'hui. L'ensemble de vos micros sont coupés pour des questions d'organisation et éviter que ce soit le bazar. Vous avez la possibilité de poser des questions. Ces questions-là, vous pouvez les poser à travers le chat. Vous avez en bas à droite. Je vous montre un petit peu. Donc ici, pour la partie santé, questions, vous pouvez lire les questions. Vous pouvez les poser au fur et à mesure. Moi, je les lirai à la fin de l'exposé du professeur Chêne et il répondra à l'ensemble des questions qui seront posées. Donc là, c'est pareil. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Moi, je m'occuperai de les relayer. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous remercie. Professeur Chêne, je vais vous donner la main. Je vous remercie encore pour avoir accepté de faire ce premier webinaire avec nous. Et un très bon webinaire. Voilà. Parfait, vous m'entendez? On vous entend. Parfait. Alors, je suis désolé parce que j'arrive pas à mettre ça sur le côté. Hop. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup à la société AMI de m'avoir invité à vous présenter les résultats de mes travaux universitaires sur cette thématique qui est la sacro-spinofixation. Comme le rappelait Damien Sibrac, hein, vous connaissez toutes les problématiques aujourd'hui des cures de prolapsus avec l'interdiction d'utiliser des mèches, des prothèses par voie vaginale et donc l'utilisation de systèmes autologues avec du fil. Et donc, je vais vous présenter en fait en deux parties. Alors, la première partie, ça sera aujourd'hui. La deuxième partie, on l'organisera dans les mois à venir, parce que sinon le webinaire aurait été un petit peu trop long. Et cette première partie va surtout s'intéresser à l'anatomie et finalement à rendre visible ce qui est invisible et à vous montrer ce ligament sacro-sciatique que j'étudie depuis pas mal d'années maintenant. Vous allez le voir puisque bien souvent on le palpe, on ne le voit pas. Et là, je vais essayer de vous le montrer et puis vous
vous expliquer, essayer de vous convaincre que probablement dans un avenir proche, on pourra utiliser les techniques que je développe pour vraiment voir ce que l'on fait, puisque j'imagine que si on voit ce que l'on fait, on le fait d'autant mieux. Donc, voilà, donc cette première partie sur l'anatomie du ligament sacro-sciatique, et puis on verra une prochaine fois les différentes techniques que j'utilise, et ça sera tout à fait intéressant de discuter avec vous pour savoir si vous avez d'autres techniques que celles qui sont aujourd'hui utilisées et celles que j'ai pu développer. Alors, je vais vous parler tout d'abord, enfin, un long retour en arrière. Vous parlez de cette femme, hein, Lucy. Alors, c'était l'actrice Scarlett Johansson hein, qui jouait dans ce film. Alors, c'est pas ma patiente. Et puis, malheureusement, je suis pas certain qu'elle ait un prolapsus. Mais je vous parlais de sa voisine là que vous voyez ici, qui est un petit peu moins agréable à regarder. Et qui est finalement la représentation schématique hein, de Lucie l'Australopithèque, dont vous voyez ici les ossements, ces ossements qui ont été découverts en 1974 par une équipe internationale, équipe qui était co-dirigée par le professeur Coppens, bien connu, et qui nous a malheureusement décédé, qui est malheureusement décédé en 2022. Alors pourquoi vous parlez de ça parce que justement, je pense que c'est un peu, vous allez voir, les bases de la compréhension de l'anatomie du bassin et de son évolution, et j'ai donc eu la chance de travailler avec lui à l'époque dans le cadre de ma thèse de sciences sur le bassin de Lucie. Alors vous le voyez ici, hein, il y a 52 ossements qui avaient été découverts sur cet Australopithèque vieux de 3 500 000 ans. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur l'hémibassin gauche. Hein. Vous voyez ici que l'os iliaque, on a juste un os iliaque gauche et on a le sacrum. En fait, par miroir hein, et par symétrisation, il est assez facile d'imaginer, de reconstruire l'os iliaque droit, et donc d'avoir un bassin et donc de pouvoir discuter d'évolution et de voir un petit peu ce qui a pu se passer. Donc là, vous avez une frise chronologique. Hein, vous voyez, 3 500 000 ans, elle a été découverte en Éthiopie. Et puis, pour la petite histoire, la forme de son bassin, et nous, on l'a confirmé dans des études qu'on a publiées, avait une conformation féminine. Et donc, c'était effectivement probablement une femelle. Et donc, elle avait été dénommée Lucie. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Coppens et ses acolytes écoutaient de la musique le soir après avoir fait ses fouilles. Et ils avaient écouté la chanson des Beatles, Lucy in the Skies with Diamonds, et donc en hommage à cette chanson qu'ils appréciaient et en hommage aux Beatles, ils ont dénommé cet Australopithèque Lucie. Donc moi j'ai eu la chance à ce moment-là, il y a une quinzaine d'années, d'avoir accès au musée de l'homme et à toute sa collection. J'ai pu également aller au laboratoire d'anatomie comparée et étudier les bassins des grands singes. Et donc, vous voyez toute la collection auquel j'ai eu accès, hein, que ce soit des Homo erectus, 109 bassins de grands singes, des hommes et des femmes de Néandertal, et puis des bassins modernes d'Homo sapiens, plus de 400 bassins. Donc, j'ai passé un certain temps pour les mesurer, les étudier. Tout d'abord donc vous voyez 586 bassins, tout d'abord dans leur fonction obstétricale, mais pas que, puisque rapidement, l'idée de l'évolution du bassin et l'idée de l'origine du prolapsus m'est venue, et donc j'avais étudié ça et publié un article dont je vais vous parler. Pour la petite histoire, pourquoi s'intéresser à Lucie? Donc c'est une lointaine cousine, mais en fait quand on mesure son bassin, c'est ce qu'on avait fait, les différents détroits obstétricaux, différents diamètres, et bien en compilant ça et en faisant une analyse statistique un peu particulière qui s'appelle une analyse factorielle, après une double transformation de Fourier, eh bien, on arrive à savoir si la conformation du bassin de Lucie est proche d'Homo sapiens ou éloignée. Et vous voyez ici sur ce graphique statistique, eh bien, que Lucie elle apparaît en rouge, hein, et puis que les Homo sapiens qu'on avait mesurés sont en jaune. Et donc ça confirmait bien que Lucie était l'un des chaînons manquants entre finalement les grands singes, les gorilles qui sont en bleu, et Homo sapiens ce qui est en jaune. Donc c'était intéressant de l'étudier pour comprendre un peu l'évolution du bassin. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler
le prolapsus urogénital, mais enfin quelques mots quand même, parce que ça permet de bien comprendre les choses. On sait que, bien entendu, qu'il y a une interaction complexe. Il n'y a jamais une cause unique qui peut générer un prolapsus, et ce d'autant qu'il va y avoir plusieurs éléments qui vont entrer en action, à la fois bien sûr les structures osseuses, les structures ligamentaires, on va beaucoup parler ensuite de ce fameux ligament sacrosciatique, toutes les structures musculaires, et puis des facteurs endogènes et exogènes, bien sûr l'obésité, les traumatismes obstétricaux, la constipation chronique, la toux chronique, etc., qui vont favoriser la genèse de ce prolapsus. Mais ce qui est intéressant quand on repart donc de la préhistoire jusqu'à nos jours, c'est finalement l'évolution de l'homme d'une position quadrupède à la station debout, à la bipédie, qui va donc modifier toutes ces forces et toutes ces pressions et qui va pouvoir générer éventuellement ces difficultés, l'apparition de prolapsus et des difficultés à l'accouchement. Et ça, pourquoi? Parce qu'il y a finalement des objectifs contradictoires. Chez la femme moderne, eh bien, le bassin, il y a à la fois une nécessité de soutènement viscéral, bien sûr par le rapport abdominal, mais aussi par le plancher pelvien. Et puis en même temps, il faut bien que les femmes accouchent. Et donc, il y a eu des implications évidentes en mécanique obstétricale. Alors pour cette étude sur le prolapsus génital, donc j'avais, vous voyez, mesuré un certain nombre de diamètres de Détroit, on avait calculé des index, des surfaces, mesuré des angles. On avait compilé tout ça entre Lucie, des femmes modernes, Homo sapiens, donc on avait 128 bassins, les grands singes, gorilles 29 et les chimpanzés 20. Et donc on avait pu arriver à des conclusions assez intéressantes. Qui sont que, vous voyez ici, que la forme du bassin, eh bien, entre ces trois grandes espèces, vous avez ici en haut un bassin de gorille, ici le bassin de Lucie, donc un hémibassin gauche, et puis en dessous, vous avez un bassin de femmes modernes, Homo sapiens récentes. Eh bien, on voit que l'aspect du bassin de Lucie, surtout quand on en fait la symétrisation, il a un aspect platypéloïde, c'est un aspect en entonnoir, ce qui rend difficile l'accouchement, mais celui-ci, on l'a démontré, est malgré tout possible. L'orientation du bassin est également différente, notamment on a une orientation antéro-postérieure, alors que chez les grands singes, eh bien, c'est une orientation vraiment en cylindre, c'est-à-dire crânio-caudale, et puis l'évasement des ailes iliaques qui est vraiment également différente. D'autres éléments sont intéressants, l'angle sous-puvien qui ne va pas être le même, et puis on en arrive rapidement à cette épine sciatique. Donc vous voyez ici, donc ça c'est l'aile iliaque gauche de Lucie, avec vous voyez cette belle épine sciatique qui est très saillante, et donc il n'y a pas de chirurgien à l'époque, mais on imagine que s'il y en avait eu un, eh bien, le toucher vaginal à la recherche de cette épine sciatique qui est très saillante, on l'aurait facilement palpé et on aurait pu, de façon probablement assez facile, réaliser une sacrospinofixation. On va y revenir. L'angle lombosacré également, ça c'est extrêmement intéressant puisqu'on sait que l'évolution a fait que la lordose lombaire s'est accentuée. Donc vous avez ici l'évolution de la colonne vertébrale, et on sait que eh bien, cette lordose lombaire, c'est probablement une évolution adaptative de la position érigée, et c'est probablement une prévention du prolapsus. Pourquoi? Parce que la pression abdominale, finalement, elle est dirigée vers l'apport abdominal, vous voyez le type 4, vraiment, donc une pression abdominale grâce à cette hyperlordose lombaire qui est dirigée vers l'apport abdominal, au lieu d'être dirigée vers le plancher pelvien, comme c'est le cas dans le type 1, et donc on comprend que le type 4, cette évolution adaptative protège nos femmes Homo sapiens de faire des prolapsus. Au niveau musculaire et ligamentaire, alors évidemment qu'on n'a pas pu reconstruire la musculature de Lucie, on peut l'imaginer, mais on va s'en approcher un petit peu grâce à l'anatomie comparée et en regardant ce qui se passe chez les grands singes. Pourquoi s'y intéresser? Eh bien parce que en fait, le gorille, c'est surtout un quadrupède, donc il est vraiment à quatre pattes. Et le gibbon, eh bien, il a cette double faculté d'être à la fois quadrupède, mais aussi bipède. Et puis, bien sûr, la femme moderne. Donc, on voit déjà des structures musculaires qui sont bien différentes entre ces trois espèces, pardon.
Et ce qui a été démontré, eh bien, c'est finalement les releveurs de l'anus sont beaucoup plus faibles et beaucoup plus fins chez le gorille, ils sont un peu plus toniques que chez le gibbon, donc du fait de sa possibilité d'être bipède, eh bien, ces muscles sont un peu plus solides pour essayer justement de contenir les viscères et d'éviter le prolapsus. Et puis donc chez la femme moderne, on a une vraie musculature bien tonique, alors en dehors de tout traumatisme obstétrical bien sûr, qui fait que le tonus de ces muscles élévateurs va être un vrai rempart contre l'apparition du prolapsus. Il y a de belles études IRM qui ont vraiment étudié, mesuré l'épaisseur de cette musculature, et quand celle-ci est beaucoup plus fine, eh bien un prolapsus peut tout à fait apparaître. Donc c'est ce qui se passe, le bassin, c'est vraiment une adaptation. Vous avez d'un côté les grands singes avec un bassin vraiment comme un cylindre, alors que chez la femme moderne, c'est en forme de segment de tore. Et donc il y a finalement, vous voyez, pas de résistance chez le grand singe, ni résistance osseuse, ni résistance musculo-ligamentaire. Et j'aime bien reprendre cette diapo où cette chercheuse qui avait fait l'objet d'un film, je ne sais pas si vous connaissez Gorille dans la brume, qui date des années 80-90, Diane Fossé, qui avait été interprétée par Sigourney Weaver, eh bien, elle a beaucoup travaillé au Congo sur les grands singes et sur les gorilles. Et donc, elle expliquait bien, c'est pour ça que j'ai mis le parapluie, voilà, que tout chercheur qui travaille sous un arbre occupé par des singes, eh bien, devrait être protégé par une ombrelle, par un parapluie, du fait d'une pluie d'urine et de fesses. Voilà, nos grands singes accouchent facilement, mais par contre, ils perdent très facilement leurs urines et leur sel. Donc le bassin, c'est vraiment un compromis, résistance osseuse sacrum contre pubis, l'incurvation sacrée, la résistance musculo-ligamentaire et ce hiatus urogénital qui est vraiment une zone de faiblesse. Donc vous voyez que le mur osseux postérieur, le sacrum, eh bien finalement il n'est pas au même niveau que le mur antérieur, donc la symphyse pubienne représentée ici chez le grand singe. Et donc la cavité pelvienne, on le voit très bien sur ce schéma, c'est comme un cylindre avec peu de résistance osseuse et une pression abdominale qui n'est contrôlée que par la paroi abdominale. Et donc ça explique pourquoi ce sont des quadrupèdes. Inversement, de la position quadrupède à la position bipède, donc chez Lucie, chez Homo sapiens, eh bien, on voit très bien sur ce schéma le sacrum et la symphyse pubienne qui sont face à face, avec un sacrum qui en plus a une incurvation, ce qui tend à fermer le plancher pelvien pour le protéger du prolapsus, alors que la pression abdominale est supportée par le plancher pelvien, mais qu'il y a une zone de faiblesse, et cette zone de faiblesse, c'est bien sûr le hiatus urogénital. Donc voilà ce que j'ai schématisé ici. J'avais fait cet article en disant est-ce que Lucie aurait pu avoir un prolapsus. Alors voilà, du fait même de sa taille, de son jeune âge quand elle est décédée, autour de 20 ans, du fait de la conformation de son pelvis, vous voyez, je vous ai mis un entonnoir pour un petit peu accentuer et caricaturer la forme de son bassin platypéloïde, et puis qu'elle avait probablement pas de facteur de risque, elle n'avait pas d'obésité, et il est peu certain qu'elle ait eu un prolapsus, mais l'évolution a fait que nos femmes modernes peuvent en avoir un en lien avec les traumatismes obstétricaux et d'autres facteurs. Alors, on va maintenant revenir dans le présent à la femme moderne et donc faire un grand saut dans l'espace. Et donc, vous parlez de ce fameux ligament sacro-sciatique et des différents ligaments que vous voyez sur ce plancher pelvien. Donc, le voilà, ce ligament qui nous intéresse tant et qui va nous permettre de placer nos sutures lors des chirurgies vaginales de prolapsus. Donc, vous le voyez très bien, qui s'étend de cette épine, de l'épine sciatique jusqu'au niveau du sacrum. On connaît aussi très bien l'anatomie vasculaire, et donc j'en reparlerai, mais vous voyez que proche de l'épine sciatique ici, eh bien, on a un certain nombre d'artères, notamment les artères glutéales inférieures, l'artère pudendale, et c'est bien souvent celle-ci, l'une ou l'autre, qui peut saigner, qui peut être traumatisée lors quand vous mettez un point au niveau du ligament sacro-sciatique. C'est pour ça qu'il est vraiment recommandé de s'amarrer, non pas sur l'épine, mais vraiment à un bon doigt et demi, c'est-à-dire à 2 cm, 2 cm et demi de l'épine sciatique, donc sur cette zone ici, où il y a le chiffre 4, pour essayer d'être à distance des zones vasculaires à risque.
Et puis on a bien sûr les nerfs, hein. Vous le savez bien, avec le nerf pudendal ou nerf honteux, mais aussi le nerf glutéal inférieur. Voilà, donc toute cette zone est finalement extrêmement dangereuse, hein, et quand on la voit comme ça, eh bien, on se dit qu'un chirurgien vaginaliste qui va aller opérer cette zone sans la voir, c'est probablement un petit peu risqué. Alors les techniques habituelles, vous les connaissez. J'ai juste emprunté cette diapositive à notre ami de Dunkerque, Philippe de Bodinance, pour vous montrer comment on faisait dans le temps. Alors peut-être que certains d'entre vous le font encore, mais des Richter, hein, des sacrospinofixations postérieures. Et c'est vrai que ces photos sont intéressantes parce qu'on voit bien que ben voilà, on est obligé de mettre 3 valves, hein, c'est ce qui est recommandé, hein, une valve postérieure de Mangiagali, des valves de Bresky, hein, donc ça fait 3 valves, ça fait au moins 2 aides, plus l'opérateur. Et puis vous voyez qu'on va vraiment forcer, hein, pour puis disséquer pour aller repérer ce ligament sacrosciatique et pouvoir s'amarrer et faire son Richter si on fait une sacrospinofixation postérieure. Alors, ce qui pose problème, et c'est donc tout l'intérêt de ce diaporama et des nouvelles techniques pour faire ces sacrospinofixations, eh bien, c'est justement cette anatomie vasculo-nerveuse, hein, qui est très proche de ce ligament et qui explique qu'un certain nombre de complications ont été décrites après des Richter, après des sacrospinofixations postérieures. Pour la sacrospinofixation antérieure, elle est un peu plus récente, donc on a un petit point de recul, mais c'est clair que quand on l'a fait avec des valves, eh bien, il y a un risque. Il y a un risque parce que les valves peuvent être traumatisantes, parce que vous allez faire une dissection profonde, certes sous contrôle visuel, mais vous êtes parfois à bout d'instruments. Et puis, pour avoir, je me souviens à l'époque avoir vu certains experts du Richter, eh bien, même casser leur aiguille, hein, quand ils essayaient de l'insérer dans le sacrosciatique, parce que l'angulation fait que ben voilà, c'est vraiment pas simple. Donc vous voyez toutes ces complications, hein, qu'on retrouve dans la littérature, hein, des hémorragies jusqu'à 8%, donc bien souvent par le traumatisme, hein, de ces vaisseaux glutéaux et ou pudendaux, avec des risques d'hématomes, hein, jusque dans 2,5% des cas, des douleurs neurologiques à type de sciatique, hein, dans 1,5% des cas, et puis ça peut se pérenniser jusqu'à avoir des douleurs chroniques, éventuellement associées à des dyspareunies, vous voyez, de 3 à 15% des cas dans les séries. Donc c'est quand même pas rien, et surtout que ces éléments sont pris dans la littérature qui a été publiée, d'experts, hein, qui savaient faire des Richter. Donc vous voyez entre guillemets la dangerosité de la technique. Donc quand on regarde les études anatomiques, hein, je vous en ai remis certaines. Ici que j'ai trouvé dans la littérature, eh bien on le comprend bien, hein, je vous l'ai déjà montré sur le schéma, mais quand on mesure en faisant des dissections, donc vous avez ici la correspondance, j'ai mis en abréviation, mais donc épine-sciatique pour IP, IGN c'est pour le nerf glutéal inférieur. Vous voyez que ben, quand on regarde la distance entre votre épine sciatique et ce nerf, hein, eh bien, elle est de 13 mm, hein, c'est des millimètres, hein. Donc 13 mm, 19 mm pour lui, 28 mm, donc entre 1 à 3 cm. La distance entre l'épine et les vaisseaux glutéaux inférieurs, eh bien, c'est 8 mm, 8, 12, 24, 19 mm, avec des variations en fonction du nombre de modèles cadavériques étudiés, de 4 mm jusqu'à 33 mm. Quand on regarde le nerf pudendal, l'épine sciatique par rapport au nerf pudendal, il est juste derrière le nerf pudendal, hein, 3 mm, moins de 5 mm, 6 mm. Là, il est entre 0 et 8 mm pour cette hauteur. Pour les vaisseaux pudendaux, entre 3 et 4-8 mm. Le nerf sciatique, hein, qui est ici en jaune, eh bien, il est entre 25, 24, 21 mm. Et puis, le nerf cutané fémoral postérieur, il y a un auteur qui l'avait étudié, 2 cm. Donc, s'il y a un premier message à retenir, c'est que si vous faites une sacrospinofixation, qu'elle soit antérieure ou postérieure, ne vous mettez pas sur l'épine sciatique, mais vous vous mettez vraiment à un bon travers de doigt, hein, c'est-à-dire 2 cm, 2 cm et demi, parce que sinon, vous serez directement sur le, vous risquez de léser ces nerfs et ces vaisseaux et d'avoir d'authentiques complications.
Alors la description de ce nerf, je vous l'ai mis ici en anglais, j'ai tiré d'un papier qu'on a publié avec mes collègues il y a 1 an maintenant. Donc vous voyez sa taille, hein, c'est pas bien long, hein, ça fait 4 cm, hein, donc en fonction des mesures anatomiques, hein, entre 38 et 46 mm. On voit très bien sa forme ici, hein, qui est donc étroite au niveau de son insertion sur l'épine sciatique, hein, et qui mesure à peu près 11 mm, et puis ensuite il va aller en s'élargissant pour finalement faire 34 mm quand on est au niveau de son insertion du sacrum. Alors vous le voyez ici, hein, sur une autre coupe anatomique, hein, vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais vous voyez bien la flèche jaune et on voit bien ce ligament sacro-sciatique, hein, qui est ici sur cette coupe anatomique avec le sacrum ici, l'épine sciatique juste ici. Alors, on avait publié pendant le Covid en 2020 le comeback, hein, le retour de la chirurgie vaginale, hein. C'est vrai que vous savez qu'aujourd'hui, on fait tous énormément de célioscopie, on fait aussi du robot, que l'un des intérêts de ces deux techniques, c'est quoi? C'est qu'on voit ce qu'on fait. Et comme on voit ce qu'on fait, eh bien, on est beaucoup plus reproductible, et puis c'est beaucoup plus facile d'enseigner parce qu'on va montrer à nos jeunes internes les différentes structures qu'il va falloir couper, lier, etc. Néanmoins, le Covid avait ça de bien, c'est que, enfin, c'est bien si je peux dire, c'est que comme vous savez qu'à cette époque on était en pénurie de gaz anesthésique et on était limité pour faire les anesthésies générales, eh bien le recours à l'anesthésie locale, mais aussi à la péridurale ou rachéanesthésie était vraiment incité puisqu'il n'y avait pas de pénurie de drogue à ce niveau-là. Et donc ça a été un vrai retour de la chirurgie vaginale que moi j'appelle minimale invasive, hein, parce qu'aujourd'hui on va vers des techniques où la dissection est de moins en moins importante pour justement éviter toutes les lésions dont je vous ai parlé, qu'elles soient vasculaires ou qu'elles soient neurologiques, et donc dans une chirurgie minimale invasive, une chirurgie palpatoire et j'espère demain une chirurgie beaucoup plus visuelle qu'elle ne l'est. Alors cette chirurgie palpatoire, vous la connaissez, hein, pour la palpation de cette épine sciatique et de cet arc tendineux, hein, qui va vous permettre ensuite de placer votre fil. Et pour cela, il y a différents instruments qui permettent ces dissections minimales invasives. Et donc celui que j'utilise, hein, qui s'appelle iStitch, hein, qui est donc commercialisé par la société AMI, a cet intérêt que j'ai ici représenté. Donc vous avez à la fois un dispositif qui est restérilisable, et donc il y en a deux différents. Vous voyez que en fonction de l'orientation du bec, hein, de l'instrument, et ensuite il faut juste acheter les cartouches avec le fil, hein. Voilà, mais vous pouvez restériliser votre instrument, ce qui n'est pas forcément le cas des autres marques qui sont sur le commerce. On voit bien ici l'aspect de la pointe, hein, du bec, hein, de votre instrument, et vous voyez qu'on peut le mettre sur le doigt, on ne va pas se piquer. Donc quand on est en palpation par chirurgie vaginale, on ne se pique pas le doigt, donc ça c'est intéressant. Et donc c'est cette partie ici qui va pénétrer dans le ligament sacro-sciatique. Et je vais vous montrer un film, et ensuite vous allez insérer votre fil. Donc c'est vrai que ça permet une chirurgie minimale invasive avec peu de dissection, donc il y a une vraie rapidité, une réduction du temps opératoire. À une époque où on sait que l'heure de bloc opératoire coûte de plus en plus cher, et donc c'est démontré, moins de complications péropératoires et post-opératoires du fait de ces dissections minimales invasives et du fait qu'on utilise ces instruments qui sont peu dangereux. Alors, je vous ai mis ici une comparaison. Voilà, c'est pas pour critiquer la concurrence, mais vous voyez le Capio Slim, hein, quand on les met côte à côte, hein, eh bien, c'est vrai que l'iStitch, c'est aujourd'hui l'instrument qui est le plus fin du marché. On le voit bien ici, hein, je l'avais mesuré. Et c'est vrai que vous savez, quand on ouvre, que ce soit en antérieur pour une sacro-antérieure ou en postérieur pour un Richter, eh bien, parfois on est un peu limité, surtout si c'est une patiente qui a déjà été opérée. Il faut qu'on mette notre doigt et puis après on met l'instrument. Donc il y a et notre doigt, l'épaisseur de notre index plus l'épaisseur de l'instrument. C'est vrai que d'avoir un instrument relativement fin, eh bien, c'est toujours apprécié, parce qu'on n'a pas toujours beaucoup de place. Donc comment ça marche l'iStitch, si vous ne l'avez jamais utilisé? Donc, vous avez ici une représentation, je vais vous montrer le film, hein.
Donc, on va appuyer avec l'index, donc on se met au contact de l'épine sciatique, on va se décaler, je vous dis, 2 bons centimètres, 2 cm, 2 cm et demi, donc l'épaisseur de votre index, et puis vous allez appuyer donc sur le bec de votre instrument pour faire pénétrer ce bec dans le ligament sacro-sciatique, et puis on va pousser la cartouche qui va venir ici s'insérer dans le ligament, et puis après vous retirez le tout. Ensuite, il va falloir fixer ce fil. Alors, ça dépend de ce que vous faites, sur une bandelette vaginale, sur votre isthme utérin. Et donc, pour ça, il faut avoir en plus une aiguille à chat. Ça coûte vraiment 3 francs 6 sous. Ou sinon, si vous n'en avez pas, une fois que j'étais en rupture de stock, j'avais pris l'endoclose, qui est assez intéressant, qui est un instrument pour fermer les orifices de trocar. Et donc, je m'étais débrouillé avec cette endoclose pour fixer mon fil sur l'isthme utérin. Donc, c'est une solution. Alors, je vais vous montrer l'animation de l'utilisation de cet instrument. Donc voilà l'instrument. Donc encore une fois, il est restérilisable. Donc et puis ça dure. Enfin, moi, j'ai jamais cassé. Ça s'abîme pas. Il y a juste la cartouche que vous devez acheter, puisque il y a une cartouche avec le fil qui est fourni. Voilà. Donc vous insérez tout simplement la cartouche, ça coulisse très bien, dans la gorge à ce niveau-là. Vous voyez, vous dépassez pas trop pour ne pas être gêné. Voilà, et ça c'est quand on sera dans le ligament, ça vous montre un petit peu comment ça se passe. Voilà, en fait ça fait une boucle tout simplement. Donc c'est vrai que le système est simple mais assez ingénieux. Donc voilà une vue en 3D qui va vraiment bien vous montrer comment ça se passe. Donc vous avez fait votre dissection en arrière ou en avant, votre épine est là, hop, vous avez repéré, vous appuyez avec l'index, vous poussez le poussoir, donc ça se fait tout seul, pas besoin d'avoir une aide pour faire ça, et voilà, et vous sortez tout simplement votre instrument. Là, vous testez la solidité, si ça ne va pas, vous pouvez réutiliser le même fil avec la même cartouche, et vous pouvez le reposer. Voilà, on ne sort pas sur 5 mètres, c'est le schéma, mais voilà, donc c'est vrai que c'est un instrument qui est vraiment sympa. Voilà, moi j'en ai plusieurs et c'est vrai que ça permet vraiment de faciliter la chirurgie. Alors, palpatoire, c'est très bien, mais moi je voulais aller encore plus loin, je voulais voir ce que je faisais et je vais vous montrer ce qu'on fait, parce qu'on ne le voit pas, on le palpe simplement, et donc de le voir, c'est certainement un intérêt. Pourquoi est-ce que j'ai voulu voir ce que je fais? Parce que c'est logique, si on voit ce qu'on fait, on va d'autant plus être précis, se mettre dans la bonne épaisseur du ligament, à la bonne distance par rapport à l'épine sciatique. Alors pour le voir, bien sûr qu'on peut reprendre Noval, mais ça n'a aucun intérêt si vous prenez un instrument minimal invasif comme l'iStitch. On peut prendre une caméra de célioscopie, mais il faut déjà agrandir et donc vraiment utiliser des valves. Donc là aussi, ça perd tout son intérêt. Donc l'idée, c'était de trouver une micro-caméra. Et donc, je me suis rapproché d'une autre société qui travaille Artrex en célioscopie, mais surtout en arthroscopie, d'où le nom de la société, et qui commercialise cette micro-caméra nanoscope. Vous voyez, ça c'est la tête de caméra. Le diamètre, c'est 1,9 mm. Et donc, c'est utilisé en pratique courante pour faire de l'arthroscopie, notamment du genou, de façon minimale invasive. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de voir si cette caméra peut nous permettre de voir ce qui se passe dans cet espace tellement mystérieux qu'est l'espace paravésical ou pararectal. Donc c'est ce qu'on a fait. Tout d'abord, on a voulu le tester sur un modèle cadavérique à la faculté. Et donc vous voyez, on voit très bien ici l'épine sciatique, cette protubérance à ce niveau-là, avec le ligament sacro-sciatique qui apparaît ici. Et puis, on s'est entraîné sur modèle cadavérique, avant de le tester chez la femme vivante, à insérer notre iStitch, vous voyez ici, qui pénètre dans le ligament. On pousse le poussoir et on arrive à passer le fil assez facilement dans le ligament sacro-sciatique. Donc, on a fait plusieurs essais. On a publié l'étude qui est ici et je vais vous montrer ce que ça fait sur modèle cadavérique.
Voilà, donc là on a fait la dissection, donc on est en antérieur, on a ouvert la fosse paravésicale. Donc vous allez voir l'écran, hein, là c'est déjà la vue pelvienne, hein, voilà, donc là on pousse le poussoir, voilà, la caméra nous montre précisément, donc là il n'y a plus de palpation, c'est vraiment purement visuel, voilà, et on filme exactement et on regarde sur l'écran, donc en fait on fait limite une célioscopie vaginale, hein, voilà, donc là on pousse pour insérer, voilà, et hop on retire le poussoir et le fil est passé dans toute l'épaisseur du ligament sacro-sciatique. Voilà, et vous voyez, on tire le fil sans difficulté. Donc juste là, vous allez voir ce qui se passe. Donc ça, c'est la micro-caméra qui filme. Donc vous avez ici la protubérance blanche, hein, c'est l'épine sciatique. Et puis je suis avec la caméra, on suit très bien ce ligament blanc nacré, hein, ce ligament sacro-sciatique. Voilà. Donc là, on a disséqué au doigt, bien sûr, hein, au préalable, avec le doigt et les ciseaux. Et puis, vous voyez, sous contrôle de la vue, on voit très bien hein, ce qu'on ne voit pas. C'est que palpatoire sinon, mais là, pour la première fois, on le voit. Le passage de mon instrument dans le ligament sacro-sciatique. Je pousse sur le poussoir, j'introduis le système et le fil dans le ligament. Ça fait un passage de fil et mon passe-fil est efficace. Et vous voyez, hop, je retire l'ensemble et je suis passé dans mon ligament. Alors, fort de ce succès sur le modèle cadavérique et de la publication qui en a suivi, eh ben, évidemment, l'étape suivante, ça a été de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer chez la femme vivante avec l'hypothèse, comme je vous disais tout à l'heure, que finalement, voir le ligament nous permet eh bien, d'éviter de mettre le fil n'importe où, puisque là, on va vraiment le voir et le positionner à l'endroit que l'on souhaite et dans la bonne épaisseur, avec une idée en plus derrière, c'est que si on le met dans une suffisamment bonne épaisseur, probablement qu'on peut espérer avoir de meilleurs résultats en termes de correction du prolapsus et d'éviter peut-être des récidives. Donc le laboratoire Artrex, ils ont modifié ce nanoscope pour sortir quelque chose qui est encore plus fin qui est équivalent, mais qui s'appelle le nano needle, hein. Alors il fait toujours 1,9 mm, mais vous voyez que la tête de caméra est différente. Et chez, bien sûr, l'être vivant, ben, on est gêné par le sang, il fallait bien sûr créer de l'espace. Et pour cela, c'est ce qu'ils font en arthroscopie, hein, il y a ce deuxième dispositif que l'on met par-dessus, enfin, on glisse à l'intérieur de cette chemise notre nanoneedle et on va brancher tout simplement du sérum physiologique, ce qui va permettre de créer un espace dans cette zone virtuellement de faible taille. Donc, on a été confronté à quelques difficultés au départ. Pourquoi? Parce que, bah, évidemment, ce nanoneedle et cet iStitch ne sont pas forcément faits pour aller ensemble. Et donc, il fallait faire cohabiter les deux instruments l'un avec l'autre, surtout qu'on n'a quand même pas beaucoup d'espace au niveau de cette fosse paravésicale ou pararectale. Donc, on a réfléchi avec mon collègue Erdogan Neus à différentes stratégies, mettre des strips, mettre des compresses pour essayer que les deux instruments tiennent bien. Mais vous imaginez bien que dès que le moindre mouvement de l'un des deux instruments sur quelques millimètres faisait qu'on voyait que l'image n'était plus dans l'axe de l'iStitch. Donc, c'était vraiment pas simple hein, au départ. Voilà, on s'est même dit, tiens, on va mettre un troisième instrument pour bien solidariser. On avait pris un bistouri froid, bien sûr, sans ce qui coupe, hein, on l'avait solidarisé pour que ça bouge pas. Donc voilà, on a réfléchi à plusieurs choses. On a même utilisé ensuite un trocard en silicone mousse que fabrique aussi Artrex hein, pour éviter que ça bouge trop. Voilà, donc différentes solutions pour permettre d'explorer sur le vivant, bien sûr après avis du comité d'éthique hein, et son accord, le ligament sacro-sciatique. Et donc on a réussi à le voir. Vous avez ici le schéma à nouveau du bassin. Donc là, c'est mon doigt, hein, c'est mon index. Hein, et puis, on voit, donc, grâce à ce petit instrument, chez le vivant, on a bien sûr injecté du sérum physiologique hein, avec une perfusion dans la chemise, dans lequel coulisse cette micro-caméra. On voit ici le ligament, l'épine sciatique, pardon, et puis on va suivre ce ligament sacro-sciatique.
Donc, vous le voyez ici, on voit bien la protubérance, hein, le doigt de l'opérateur, donc et le ligament, l'épine sciatique, pardon. Et puis, vous voyez ici, on va avoir le ligament sacro-sciatique. Le ligament sacro-sciatique. Et donc, voilà, je vous montre la distance entre le doigt de l'opérateur et l'iStitch. Et donc, on va se mettre à un bon centimètre de l'épine sciatique. Et vous voyez dans la photo 3C, 3D, 3E, la pénétration de l'instrument et puis le fil qui pénètre facilement dans ce ligament sacro-sciatique. Alors, je vous montre une vidéo. Donc, c'est les premiers cas et je vais vous montrer après les résultats puisqu'on a fait 15 patientes qui se sont prêtées à cette étude. Donc voilà, c'était pour redire pourquoi vouloir voir ce que l'on fait. C'est justement parce qu'il y a des éléments vasculo-nerveux d'intérêt et qu'il faut protéger. Donc, vous voyez, on a fixé avec la compresse, le strip, j'ouvre le sérum physiologique qui va couler pour pouvoir me distendre ma cavité au niveau de ma face. Là, je suis dans la fosse paravésicale, donc je fais une sacrospinofixation antérieure. J'ai mis mon doigt et donc je passe mon instrument. Voilà. Voilà, bon, ça c'est pour vous montrer ce que j'ai montré tout à l'heure, qu'on peut tout à fait le mettre dans un trocar. Mousse, bien sûr, pour solidariser les deux. Voilà, et vous voyez, c'est comme donc on fait, c'est comme un peu un Venox, une célioscopie vaginale dans la fosse paravésicale. On peut aussi le faire dans la fosse pararectale. Et donc je fais sous contrôle de mon doigt et sous contrôle visuel pour voir très précisément où je suis. Donc voilà en temps réel ce qui se passe. Donc il y a mon doigt, vous voyez sur vous voyez le gant, un blanc en haut à gauche de l'écran. Et puis j'ai palpé mon épine sciatique et je suis le ligament sacro-sciatique. Voilà. Et je vois mon iStitch ensuite, je suis en sécurité, je sais où je me mets, il n'y a pas de vaisseau, et je vais pouvoir, sous contrôle visuel direct, alors évidemment ça bouge, c'est la vraie vie, là c'est pas monté comme film, je voulais vraiment vous montrer ce que l'on voit, et donc j'introduis ce ligament, l'iStitch dans le ligament sacro-sciatique, en appuyant dessus, tout simplement. Voilà, il pénètre dans le ligament. Je pousse sur le poussoir avec mon autre main. Et vous voyez le fil qui est dans le ligament. Et ensuite, je vais tester la tension pour être sûr que l'épaisseur soit suffisante et que ce soit bien résistant. Alors les résultats, on a fait donc une étude pilote sur 15 patientes, donc là en cours de publication, moyenne 70 ans, vous avez ici leurs différentes caractéristiques, elles avaient toutes bien sûr un prolapsus. C'était une cystocèle majoritaire dans 86, pour 13 patientes, 86%. Il y avait 2 patientes qui avaient, 4 patientes qui avaient une rectocèle et on a fait chez 2 patientes un Richter par cette technique. Au niveau du temps opératoire, alors bien sûr c'est le début, mais vous voyez que finalement la moyenne est pas si importante que ça, 84 minutes pour faire une chirurgie de prolapsus avec une technique un peu innovante, entre 61 et 108 minutes. Et puis on n'a pas assez de patientes, mais j'ai remarqué que plus on en faisait et plus vers la fin j'étais rapide. Donc l'idée c'est de savoir si cette technique était intéressante pour identifier l'épine sciatique et le ligament sacro-sciatique. Oui, dans 100% des cas, on l'a bien vu. La complexité. Donc la complexité, j'ai marqué ici que c'est sur des échelles de Likert, des échelles des EVA en fait. Donc de 0 à 10, 0 on voyait rien, 10 on voyait très bien, donc il n'y avait pas de problème. À chaque fois, on a parfaitement pu identifier. Donc chez 13 patientes, c'était une sacrospinofixation antérieure. Chez 2 patientes, une sacrospinofixation postérieure, plus notamment une cure de rectocèle par plastie postérieure, un périnée, etc. Qui était associée, mais ce n'était pas le but de l'étude. Évidemment,
donc on faisait sinon un traitement complet. Et la complexité de la fixation, vous voyez, j'ai mis 4, hein, parce que c'était entre 0 très facile et 10 très difficile. Donc 4, oui, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple, surtout, je vous l'expliquais, parce que les deux instruments sont pas faits pour être l'un avec l'autre, et donc dès que ça bouge, on voit plus rien. Et c'est vrai que c'est un petit peu galère à cause de ça. Est-ce qu'on a eu des complications? Il n'y en a pas eu. La patiente, elle est sortie à J1, quasiment toujours, enfin tout le temps d'ailleurs. Ah non, pardon, J2, bon, je sais plus, enfin, bon, peu importe. Toujours est-il que la douleur était tout à fait acceptable, une moyenne de 2,2. C'était aussi un des objectifs de démontrer qu'on entraînait probablement un peu moins de douleur parce qu'on se mettait à distance des nerfs. Au niveau des résultats, je les ai suivis jusqu'à 12 mois. Alors bon, il y a quelques perdus de vue, mais globalement, on a 85% de bons résultats à 12 mois. Il y a juste une patiente qui présentait un stade 2, mais elle partait d'un stade 4. Bon, voilà. Mais des bons résultats, donc ça demande à poursuivre la surveillance, bien sûr. Et puis, il y avait tous les questionnaires habituels qu'on peut leur proposer, et notamment celui qui est très intéressant, c'est le PGI. Vous savez, c'est un questionnaire qu'on utilise beaucoup en chirurgie, qui est un questionnaire où la patiente évalue son amélioration. En dessous de 3, c'est qu'elle est extrêmement satisfaite, 1, 2, 3, et à partir de 4, eh bien, c'est que l'amélioration n'est pas présente. Et vous voyez qu'on est à 1 mois à 1,5, à 6 mois à 1, et à 12 mois, on est à 2. Donc les patientes étaient vraiment très satisfaites. En termes de douleur en post-opératoire, vous voyez qu'on était à 0, à 1 mois, 0 à 1,5, on était vers 0. Donc c'est des patientes qui n'ont pas mal, encore une fois, très probablement parce qu'on se met à distance, à bonne distance des complexes neurologiques, et qu'on évite de piquer et d'abîmer les nerfs. Je vous ai mis en rouge toutes les améliorations au niveau des différents scores qualité de vie qu'on trouve là. Alors on n'a pas forcément assez de patientes pour que tout soit statistiquement efficace, mais voilà, c'est quand même assez prometteur. Le PISC 12, c'est un score de qualité de vie sexuelle. La plupart n'avaient plus de sexualité. C'est pour ça aussi qu'on avait peu de patientes. Je crois qu'il n'y en avait que 5 qui étaient sexuellement actives. Donc, il n'y a pas d'amélioration. En tout cas, il n'y a pas de détérioration non plus. Et ça demande bien sûr à être confirmé sur plus de patientes. Alors, il y a deux problèmes si on veut développer ce système. Déjà, le premier problème, c'est que c'est encore de la recherche et qu'il faudra valider ce système sur de plus larges cohortes, d'une part. D'autre part, il faudra comparer à la technique palpatoire seule pour essayer de démontrer que l'utilisation de cette microcaméra diminue les complications, les douleurs et donne de meilleurs résultats. Voilà. Et puis, deux autres problèmes qui s'y associent. Donc, le coût, autant l'iStitch, il est restérilisable. Par contre, cette microcaméra, elle est à usage unique, elle a un certain coût. Et puis le problème, j'en ai beaucoup parlé, de l'assemblage, et donc là on est en train de réfléchir avec les laboratoires en question pour essayer de trouver quelque chose pour clipser ces deux systèmes, ou pour inventer un autre système éventuellement, mais bon, on peut prendre ce qui existe déjà et essayer de les clipser pour que ce soit ça fasse plus qu'un seul instrument et que ça ne bouge pas, parce que toute déviation évidemment entraîne une angulation importante et on voit plus rien. Alors, on s'est dit qu'on n'allait pas s'arrêter là, et que avec l'essor du VNOTE, il y avait peut-être quelque chose à faire, parce que maintenant on fait beaucoup de VNOTE, c'est de la vraie célioscopie vaginale où on voit vraiment ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire une sacrospinofixation en utilisant un VNOTE? Alors oui. Là, on vient de le faire, et c'est les derniers résultats que je vous montre sur modèle cadavérique à nouveau, parce que j'aime bien faire dans l'ordre avant de tester chez les patientes vivantes. Et la grosse différence que l'on a, c'est qu'on l'a fait sans gaz, c'est-à-dire sans CO2, et c'est tout l'intérêt de l'Alexis, qui finalement, du fait que l'Alexis va pouvoir s'expandre, ça nous fait un écarteur qui évite l'utilisation du gaz. Et on voit extrêmement bien sans mettre de CO2, donc c'est un avantage probablement qu'on va essayer ensuite chez le vivant, de faire ces techniques sans mettre de gaz, et que juste l'écartement lié à l'Alexis nous permet de le faire. Donc on l'a fait cet été, vous voyez, donc on a mis 4 trocars, mais en fait on sert de 3 instruments, bien sûr la caméra, ça c'est une pince à disséquer, puis vous avez ici l'iStitch, je vais vous montrer le film dans 2 minutes. On a aussi voulu le faire, si on n'a pas d'iStitch, le faire juste avec un porte-aiguille célioscopique. Oui, c'est possible, c'est un peu plus
difficile, mais c'est tout à fait possible de le faire au porte-aiguille en utilisant également les 3/4 de la plateforme. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, vous le voyez ici. Donc là, on est chez le cadavre. Hein. Encore une fois, c'est un peu plus de sang que tout à l'heure, mais c'est bien chez le cadavre. Donc là, on voit très bien le ligament sacro-sciatique hein, grâce au cœlioscope et au Venotes. Hein. Puis vous avez ici cet aspect un petit peu renflé hein, qui est l'épine sciatique. Donc là, on est du côté droit. Et on a fait la même chose, et bien vous voyez avec l'iStitch hein, que vous avez ici en 2A, et bien sur cette photo en haut là, on va pénétrer, introduire le fil hein, dans ce ligament sacro-sciatique hein, qui apparaît ici cette fois-ci d'une couleur un peu plus habituelle, un blanc nacré, et donc on introduit le fil. Ensuite, je vous ai dit, on a essayé de le faire avec le porte-aiguille, hein, au cas où on n'ait pas d'iStitch, pour démontrer que c'était éventuellement faisable. Donc oui, c'est faisable. Hein. Donc là, c'était sur un autre cadavre. Voilà, on voit le ligament sacro-sciatique ici. Vous voyez la pénétration de l'aiguille, et puis on peut sortir le fil sans difficulté. Donc je vous montre ici le film en temps réel. Voilà, donc l'iStitch, on l'introduit, on peut pousser un peu plus parce que l'instrument peut parfois être un peu court en fonction de la conformation de la patiente. Donc vous voyez l'écran, donc là l'opérateur il fait son Venotes hein, tout simplement. Donc on a disséqué au doigt, on a ensuite mis le Venotes, on a disséqué avec 2 pinces atromatiques. On a repéré le ligament sacro-sciatique, on a vu l'épine sciatique. Et donc là ensuite, tout simplement, on va introduire le ligament, le fil dans le ligament sacro-sciatique. Voilà. Donc là aussi, c'est en cours de publication. Et donc prochainement, on devrait proposer, dans le cadre d'une étude, à des patientes de bénéficier de cette technique hein, qui semble assez intéressante, qui est assez rapide. Et puis là, contrairement à la nanocaméra que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, c'est sûrement un peu plus simple, un petit peu moins onéreux parce que voilà, faut juste acheter le Venotes, mais c'est quand même moins cher que la nanocaméra. Et puis on l'a facilement dans nos blocs. Voilà. Je voulais terminer juste pour faire un peu de publicité. On organise avec les universités de Clermont, Lille, de Michel Cosson et de Nîmes tous les ans le DU de chirurgie vaginale. C'est 2 sessions de 3 jours. Donc si vous êtes intéressés, si vos jeunes collaborateurs sont intéressés, ils veulent apprendre un peu de technique de chirurgie vaginale, mais ils sont les bienvenus. Pour cette année, les inscriptions sont closes, mais vous pouvez tout à fait me contacter pour l'année prochaine. Et ça a toujours beaucoup de succès comme formation. Puis je rends hommage, j'ai mis en haut en photo à l'un de mes maîtres de chirurgie vaginale, hein, le professeur Georges Méli, qui m'avait formé quand j'étais arrivé à Lyon. Voilà, écoutez, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Donc, comme je vous ai dit, voilà, je pense que j'ai bien fait de ne pas rentrer dans les techniques de prolapsus et de sacro-spinofixation parce que sinon j'en ai encore pour 2 heures. Mais ça fera vraiment l'objet d'un prochain webinaire si vous êtes intéressé. On le fera et je le ferai avec grand plaisir. Puis je rends la main et la parole à Damien et s'il y a des questions. Oui, j'ai quelques questions pour vous, professeur Chen. Notamment par rapport à l'utilisation du gaz ou non, quelle est la différence de confort visuel? Pour le Venotes? Oui, dans le cadre du Venotes, pardon. Ouais. Et ben alors, on a justement essayé avec gaz et sans gaz, et ben le résultat est identique. C'est-à-dire qu'on voit aussi bien sans gaz qu'avec gaz. Donc, il y a probablement une place pour le sans gaz. Après, ça c'est chez le cadavre. On va essayer chez l'être vivant. Là, je ne garantis pas, parce qu'il faut mettre du gaz qui permettra de distendre un peu plus les tissus, c'est possible. Sachez que, j'ai d'ailleurs mis dans le papier que je suis en train de publier, qu'il y a maintenant des équipes, hein, notamment celles de Lucas Vellimir et d'Aslam Mansour, hein, qui ont essayé de faire des Venotes, notamment pour des salpingectomies ou des annexectomies, sans gaz. Et ça marche, hein, ils y arrivent. Le gros intérêt, c'est que si vous ne mettez pas de gaz, eh bien c'est moins douloureux, bien sûr, pour la patiente, hein, puisqu'il n'y a pas le faible pneumoperitoine. Enfin, il est
tellement faible puisque vous ne mettez pas de gaz qu'il y a beaucoup moins de douleur, il n'y a pas d'irritation du diaphragme. Et puis ça ouvre la porte aussi à faire du Venote sous rachianesthésie, puisque s'il n'y a pas de gaz, eh ben, on peut imaginer faire une péridurale rachianesthésie et éviter de faire une anesthésie générale. Donc tout ça, la philosophie du gazless en Venote, c'est vraiment moins de douleur, de l'ambulatoire et une exposition quasi équivalente grâce à cette Alexis qui va vraiment vous faire un vrai écarteur et on voit très bien. Je ne parle pas de l'hystérectomie, hein, c'est en train d'être validé pour la chirurgie annexielle et peut-être pour cette chirurgie du prolapsus de sacro-spinofixation, mais c'est certainement intéressant. Ok, merci pour cette réponse. À quelle fréquence on nettoie l'optique en péropératoire, à peu près? Pour le Venote ou pour Alors, pour le Venote, toujours sur le Venote, hein, parce que ça vient de la même personne, effectivement. Sur le Venote, ouais. Sur le Venote, alors, sur un modèle cadavérique, les tissus sont un peu plus graisseux, donc c'est vrai qu'il fallait un petit peu nettoyer la caméra, mais vous avez vu là, le film, je ne l'ai pas monté, hein, je vous ai mis la séquence qu'on a fait cet été, c'est une séquence en un temps, donc il n'y avait pas besoin de le nettoyer. Pour la micro-caméra, la première étude qu'on avait fait chez l'être vivant, l'avantage c'est que comme on mettait du sérum physiologique, il y avait un lavage permanent, donc il n'y avait pas besoin de nettoyer la caméra puisque l'eau la nettoyait toute seule. Ok, ouais, effectivement. Ça marche. Et après, on a une autre question plus par rapport au dispositif. Donc, vous avez parlé de LifeStitch. Il y a d'autres acteurs sur le marché, Boston, encore. Est-ce qu'il y a des différences particulières entre ces différents dispositifs que vous avez peut-être ou certainement testé de votre côté? C'est ce que j'ai voulu vous montrer dans l'une des diapos, hein. Vous voyez toujours mon écran ou pas? Oui. Oui. Voilà, donc voilà, bon, je ne sais pas pour faire la pub, mais je pense que c'est important de vous faire part de mon expérience. Donc c'est vrai que nous, on a LifeStitch, on a aussi le Capio. Vous voyez sur cette image, hein, voilà, LifeStitch, il est plus fin que le Capio. Ça veut dire que le Capio est un mauvais instrument. Mais voilà, LifeStitch est plus fin, il est moins traumatique, hein. Vous savez que dans le Capio, quand vous appuyez sur le piston, il y a une vraie aiguille, donc ça pique, hein. Donc il est un peu plus traumatisant. Voilà, donc j'ai une préférence pour LifeStitch. Pour le troisième instrument, je l'ai essayé peut-être 2 ou 3 fois et j'ai pas forcément accroché. Donc c'est vrai que voilà, pour moi, il y a ces deux instruments LifeStitch et Capio et une préférence nette pour LifeStitch du fait de sa conformation, du caractère atraumatique et de sa taille beaucoup plus fine qui permet, quand on ne fait que de la chirurgie palpatoire vaginale, eh bien, de limiter encore les dissections et d'éviter probablement des douleurs et des saignements. Très bien. Quand on est novice en la matière, quelle est selon vous la courbe d'apprentissage pour pouvoir réaliser cette procédure sans souci? Parce qu'il y a quand même, voilà, quand on est, tant qu'on n'a pas aujourd'hui encore le Venote ou la caméra disponible, donc on est à l'aveugle. Donc c'est pas forcément évident, que ce soit avec les Stitch ou le Capio, de bien se positionner. Donc comment vous jugez aujourd'hui la courbe d'apprentissage? Alors, comme je l'ai dit, j'incite les plus jeunes présents qui souhaiteraient se lancer à participer au DU qu'on organise, parce que là, on essaie de faire un enseignement pratique avec les matinées consacrées à des lives chirurgicaux et les après-midi à des cours théoriques mais aussi pratiques. Ça, c'est une première réponse. La deuxième, finalement, c'est assez rapide si on a déjà une petite expérience de la chirurgie vaginale. C'est clair que si on n'a jamais fait de chirurgie vaginale, faut déjà voilà, apprendre les bases et avant de se lancer dans la dissection d'une fosse paravésicale ou pararectale, oui, il faut probablement déjà apprendre à faire une hystérectomie vaginale avant d'aller
des prises en charge de prolapsus qui sont quand même un petit peu plus complexes. Moi, je dirais que quand on maîtrise la chirurgie vaginale et qu'on se lance dans ces sacro-spinofixations, au bout d'une quinzaine à une vingtaine de procédures, on commence à avoir une bonne expérience. L'épine sciatique, elle est quand même dans 99% des cas toujours palpable. Alors elle est plus ou moins profonde, plus ou moins lointaine, mais normalement on la sent. Si on la sent pas, c'est pas grave. En plus, la chance que l'on a, j'en parlerai dans le deuxième webinaire, c'est que vous pouvez faire des procédures unilatérales ou bilatérales. Voilà. Et donc si vous sentez pas l'épine d'un côté, vous pouvez vous mettre de l'autre côté. Si vous sentez les deux, vous pouvez faire une prise en charge bilatérale. On en parlera. Est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire? C'est un vrai débat, une vraie question. Mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est que vous sentez l'épine sciatique, vous avez fait votre dissection au doigt et au ciseau, vous disséquez au doigt les premiers centimètres du ligament, et puis vous allez vous amarrer à ce niveau-là avec l'instrument de votre choix pour fixer le fil. Donc c'est relativement simple, mais faut-il encore avoir quelques bases de chirurgie vaginale. Ok. C'était la dernière question. On arrive tout juste au top de l'heure. Donc, je voudrais vous remercier, professeur Chen, pour ce webinaire qui était extrêmement intéressant, complet, avec en plus des perspectives d'avenir hyper intéressantes, que ce soit avec le dispositif d'Artex, avec le VNotes. Ça certainement améliorera cette procédure, plein de belles perspectives en tout cas. Merci à tous les participants aujourd'hui de vous être connectés. Comme je vous ai dit, le webinaire est disponible très prochainement sur le site d'AIMI. On vous enverra le lien. Comme l'a dit le professeur Chen, on aura le deuxième épisode de webinaire sur cette thématique. Et puis on aura d'autres thématiques que nous toucherons en 2026. On est en train de travailler sur le calendrier et on devrait être en mesure de communiquer sur ce calendrier et sur les thématiques qui seront abordées en 2026, probablement d'ici la mi-décembre ou la fin décembre. Donc nous reviendrons vers vous à ce moment-là. Donc je vous remercie tous et puis je laisse le mot de la fin au professeur Chen qui a justement accepté aujourd'hui d'animer. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui étaient présents, merci à Amy de m'avoir proposé et puis de vouloir faire ces webinaires. Je trouve que c'est toujours intéressant de partager son expérience et discuter avec les uns ou les autres. Effectivement, je pense que la chirurgie vaginale, c'est vraiment le vrai comeback. Vous savez, toutes les soucis de prothèses, donc il n'y a plus de prothèse vaginale, la grosse polémique sur les bandelettes sous-urétrales, le questionnement des prothèses de promontofixation avec beaucoup d'industriels qui vont probablement rapidement arrêter de commercialiser tous ces matériaux. Et donc, au final, on aura toujours des prolapsus. C'est quand même une grosse part de notre activité et c'est quand même assez fréquent. Et donc, il faudra bien les opérer. Et c'est vrai que s'il n'y a plus de prothèse, s'il n'y a plus rien, eh bien, la chirurgie vaginale va encore se développer et toutes les nouvelles techniques de prise en charge vaginale du prolapsus, je pense qu'elles ont le vent en poupe et qu'il faut savoir les maîtriser pour rendre service à nos patientes et pouvoir les opérer correctement, sans risque. Et c'est tout le but des travaux que je vous ai montrés. Donc, un grand merci à tous et puis avec plaisir pour une prochaine session. Eh bien, merci professeur Chen, merci à tous et passez tous une excellente soirée et une excellente fin de semaine et de bonnes fêtes de fin d'année.